Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie d'être ce soir avec vous et je remercie Thibaut pour cette invitation. Voilà. Donc effectivement, mon sujet de thèse porte sur les antiquités de la Crimée ou de la mer Noire au XIXe siècle, donc leur circulation en France. Et je souhaitais aujourd'hui m'arrêter un petit peu sur la guerre des Crimée. C'est une guerre un petit peu méconnue en France, elle est beaucoup plus connue en Angleterre. Et pourtant, elle est assez intéressante du fait des nouveautés qui s'y mettent en place. C'est-à-dire, côté armement, on va avoir donc des bateaux cuirassiers, les premiers cuirassiers. Il y aura aussi la circulation de l'information au moyen d'un télégraphe sous-marin, donc ce qui raccourcira considérablement les circuits des informations. Donc les secours portés aux blessés par Florence Nightingale, mais aussi deux choses très intéressantes et importantes pour notre sujet, c'est-à-dire que ça sera la première guerre euh, qui sera documentée sur le champ de bataille au moyen du nouveau média qu'est la photographie, même si les photos ne sont pas prises sur les vifs parce que le temps de pose ne le permet pas, elles sont toutes une sorte de figuration, on va dire. Néanmoins, cela permet d'en profiter. Et surtout, la chose très importante dans mon sujet, ce sont les correspondants de guerre, les premiers correspondants de guerre qui seront envoyés directement sur le champ de bataille. Donc, je ferai une toute petite, courte introduction. Ensuite, nous partirons dans les deux endroits opposés de la péninsule criméenne. On va partir à Sébastopol d'un côté, de l'autre côté à Kertch. Et ensuite, on verra un tout petit peu l'accueil de cette collection pontique qui aura été faite au musée du Louvre et au cabinet des médailles. Et ensuite, il y a un point sur lequel je voudrais m'arrêter un tout petit peu. C'est un point nouveau que je ne maîtrise pas encore tout à fait, mais qui s'est imposé à moi il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire ce développement du droit international de la protection des biens culturels en temps de guerre. Voilà, donc c'est un petit peu work in progress et je vous remercierai d'être indulgent. Alors, donc sans plus tarder, nous sommes donc dans cette région-là, le Pont-Texin antique, et donc nous parlerons d'abord de la presqu'île de Gallipoli, par laquelle, donc la mer Marmara, par laquelle les armées alliées françaises, anglaises, Piémont-Sardaigne et puis les Turcs vont partir et investir toute cette région jusqu'à ici, jusqu'à Kertch. Puisque nous sommes en histoire de l'art, histoire des collections muséales, il me paraît important de rappeler que cette découverte du monde antique en Europe occidentale s'est faite à peu près 100 ans avant le début de la guerre de Crimée. On découvre Herculanum en 1738, puis 10 ans plus tard Pompéi, donc qui seront des prises sur les vifs, si on peut dire ainsi, de sociétés anciennes en Europe. Puis Winkelmann écrira son histoire de l'art dans l'Antiquité, où il donnera cette idée de l'idéal grec immaculé et, par lesquels, donc, du coup, les antiquités quantiques vont pâtir un tout petit peu parce qu'ils ne rentrent pas toujours dans ces canons de l'art grec. Concernant plus précisément la Crimée, donc traité de Kuchuk-Kainarji avec la horde ottomane en 1774, donc la Crimée passe dans les mains russes. Le Louvre, à l'époque, Musée central des arts, ouvre en 1793. À peu près 30 ans plus tard, les musées d'Odessa et de Kertch sont fondés.
Puis, on assiste à l'ouverture du nouvel Ermitage au public où seront, on va dire, envoyés tout ce qui sera trouvé sur les pourtours de la mer Noire, les objets antiques. Puis, donc 1854-56, la guerre de Crimée éclate. Elle éclate pour des raisons de l'expansion russe autour de la mer Noire et plus précisément la protection qui est donnée ou n'est pas donnée par l'Empire ottoman envers les pèlerins orthodoxes pour les lieux saints. Donc, c'est une ère archéologique qui, malgré son éloignement, est assez bien connue. On a des attestations déjà avant le 19e siècle, mais je ne vais pas en parler. Juste, je vous demande de noter, donc en 1829, il y a deux Français qui font partie de l'armée russe et qui donnent quelques indications sur les objets qui sont rapportés des batailles russo-turques sur ce qui constitue aujourd'hui les territoires de la Roumanie. Puis un voyageur français, Xavier Ommerdeel, plutôt un Alsacien, il faudrait dire, part dans ces régions-là est pareil, il donne des attestations et les descriptions du musée de Kertch. Idem pour une femme au foyer autrichienne, Ida Pfeiffer, qui visite le musée de Kertch. Et très curieusement, ce sont ses écrits à elle qui seront repris ensuite dans les journaux grand public français, alors qu'à ce moment-là, elle n'est même pas traduite en français. Et donc, ce qui me fait dire que soit on utilise son original allemand, soit on parle des traductions d'anglais qui, à l'époque, sont éditées. Enfin, paraît un voyage effectué en 1835, mais édité en 1854 par Anatole Demidov, un grand aristocrate russe, mais qui habite en Italie et qui lui-même est possesseur d'une grande collection antique. Mais lui, il a cette particularité qu'il ne s'arrête pas uniquement à Kertch et donne des descriptions très précises et très détaillées de tous les musées des Crimées. Voilà. Donc là, vous avez le portrait d'Ida Pfeiffer et les écrits qui sont repris notamment par l'illustration et Moniteur universel. Alors, comment ça se passe lorsque les Alliés arrivent en mer Noire? Service historique de la Défense possède les archives de cette guerre de Crimée. Et en fouillant dans ces archives, j'ai trouvé cet ordre-là. Il est édité déjà en novembre 1854, c'est-à-dire carrément au début de la guerre. Et si on lit bien, on voit que déjà là, il y a un rappel il y a une rencontre entre l'armée et les antiquités. Cependant, comment ça se passe? Il y a quelques mois, par les soldats employés aux travaux de déblai, ce piédestal a été brutalement mutilé puis brisé par ordre d'un officier. C'est un acte de vandalisme contre lequel je ne saurais pas trop m'élever. Pour en empêcher le retour, je leur rappelle le vœu de l'ordre que lorsque les travaux font découvrir des marques ou pierres portant des inscriptions, on doit en donner immédiatement avis au commandement supérieur. Et donc, on donnera des ordres pour que les marques ou pierres portant les inscriptions soient immédiatement transportées dans le local destiné à les recevoir. Donc, on voit déjà tout de suite le fonctionnement qui sera celui des armées alliées sur le terrain de la guerre concernant les antiquités. Donc, je vais vous parler plus précisément de deux endroits. Donc, ici, nous sommes à Sébastopol et ici, nous serons à Kertch. Alors, concernant
ce qui se passe côté Antiquité à Sébastopol. Donc, on creuse les tranchées et dans ces tranchées, on trouve beaucoup, notamment des monnaies antiques. Et donc, un intendant de l'armée française s'étonne qu'aucune action structurée française n'ait lieu, alors que donc il constate que les Anglais en revanche les achètent et les payent généreusement. Et donc il dit ici, cela est regrettable et que ça servirait beaucoup mieux pour des recherches, et ça serait beaucoup mieux que ces objets-là se trouveraient dans les musées plutôt que dans les cabinets privés chez des gens qui n'ont aucune connaissance et ils ne pourraient pas éclairer les faits historiques qui sont restés encore obscurs. Donc, il indique que dans la baie de la Quarantaine et la baie de Hersonèse, les fouilles seraient vraisemblablement très productives et pourraient être aussi continuées si le travail le permettait, c'est-à-dire à la fin de la guerre, et résultats qui pourraient donner les résultats importants au point de vue de l'archéologie. Donc, on voit très bien que les officiers donc des Alliés essayent de structurer cette trouvaille fortuite sur le sol criméen. Alors, il y a aussi une question des droits de la guerre qui se posera et dont je parlerai un tout petit peu plus tard, mais cependant, puisque nous sommes à Sébastopol, il y a aussi les questions des partages de butin. Et donc, puisque on ne trouve pas uniquement les antiquités, sur l'ennemi, on saisit des objets. Donc ici, on parle des canons de bronze, de fer, et donc l'ordre est donné que ce butin sera réparti proportionnellement au nombre de combattants sur le champ de bataille. Et donc là, je vous donne les exemples, comment ça se fait. Et donc, cet ordre-là est publié dans les moniteurs universels, donc en décembre 1855. Nous sommes presque arrivés à la fin de la guerre. Et donc, moniteur universel, pour ceux qui ne le sauraient pas, je rappelle, il s'agit du journal officiel de l'Empire français. Et donc, suit le décompte tout à fait précis des saisies sur l'ennemi. Donc l'ennemi qui a quitté, on va les rappeler, la place de Sébastopol. Et entre autres, on trouve des statues de marbre, Sphinx et les grands bas-reliefs. Donc un grand bas-relief de Sphinx, 6 statues en marbre. Alors, tout cela a été trouvé dans ce qu'on appelle à Sébastopol le musée des modèles, dont vous avez ici un relevé. Cependant, c'est un relevé effectué après la guerre des Crimées, donc 15 juillet 1856. Là, c'est l'état de ce musée des modèles photographié en 1855, c'est-à-dire après l'assaut donné par les Alliés. Donc, c'est là où intervient la photographie qui permet d'avoir un témoignage précis. Alors, de quoi s'agit-il? Donc là, c'est le journal L'Illustration qui le publie. Un fronton sculpté rapporté de Sébastopol, la maison de la noblesse, donc ce musée de modèles où ces bas-reliefs ont été enlevés. Donc les bas-reliefs qui sont présents ici et ici. Et puis l'exposition qui s'était faite devant le musée de l'Orangerie, donc de ces sculptures. Donc là, vous voyez ces statues en marbre. Et là, vous voyez on parle de sphinx, mais en fait, en réalité, ce sont des sphinges. Aujourd'hui, elles sont exposées au jardin des Tuileries. Donc, pour vous repérer,
là, derrière les arbres, nous voyons le musée d'Orsay. Et par ici, c'est le pont qui mène vers le tunnel sous les Tuileries. Et là, c'est une photo ancienne qui montre comment ces sphinges étaient exposés devant l'ancien pavillon de Flore. Et donc, ça, ce sont des informations qui m'ont été communiquées très aimablement par Alain Prévet, à l'époque responsable des archives des musées nationaux. Et la photo est tirée de l'ouvrage d'Anne Pinjot sur les sculptures du jardin des Tuileries. On a enlevé aussi ce qu'on appelle la croix de Saint-Vladimir. Et donc, ça, pareil, c'est l'illustration qui en parle en 1856. Elle s'est trouvée au musée de Cluny jusqu'en 1911. Ensuite, donc, puisqu'elle a été prise par le maréchal Pélissier, un donc, de généraux qui est intervenu lors de la guerre de Crimée du côté français. Ensuite, en 1911, elle a été transmise au musée de l'armée et puis finalement rendue à la Russie en 1912. Maréchal Pélissier a procédé aussi à un don à la bibliothèque d'Alger, un volume qui a été pris dans la chapelle du cimetière de Sébastopol. Et donc, avec cette annotation, pris dans la chapelle du cimetière de Sébastopol, Saint-Georges, au monastère Saint-Georges, et ce livre a été mis de côté par celui qui avait le pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire c'est en lien avec la commission de partage de butin dont je parlerai un tout petit peu plus tard. Donc là, vous avez la photo de ce monsieur qui portait bien son prénom, aimable, Jean-Jacques Pélissier. Et en fait, il a commencé à peu près sa carrière militaire en Algérie et il la termine également en Algérie, d'où peut-être, et c'est ma supposition personnelle, cet envoi directement à la bibliothèque d'Alger. Alors là, nous allons partir à Kertch, donc de l'autre côté de la péninsule criméenne. L'expédition de Kertch a lieu entre 25 mai et 22 novembre 1855, même si les soldats, certains régiments restent jusqu'à la fin des hostilités en 1856. Là, j'attire votre attention sur la ville de Kertch. Elle a deux forts qui sont mis sur cette carte allemande qui datent de 1850. Notamment le fort de Paul Pavlovskoy, batterie de Paul. C'est comme ça qu'elle est appelée dans les archives militaires françaises. Et là, c'est la vue de la ville de Kertch, vue du nord de la ville. Et donc, pour en revenir à cette histoire de connaissance du passé antique de Kertch, juste un petit exemple de ce qui est donné par les correspondants du Moniteur universel, donc je rappelle, Moniteur, journal officiel de l'Empire français de l'époque, Launay, donc qui dit très sommairement et avec beaucoup de fautes d'ailleurs l'histoire. Donc il parle de la montagne Mithridate, qui porte son nom, je vous la montrerai tout à l'heure, une construction monumentale, copie assez faible du temple de Thésée, et dans laquelle se trouve le musée de la ville, qui a été fondé par un émigré français, M. Dubru. Donc il s'agit de Paul Dubru, effectivement un Français, qui est connu pour avoir ouvert le tumulus de Kul-Oba et donc ainsi avoir révélé le monde scythe, l'art scythe, dans toute sa splendeur. Et puis, donc, musée qui était géré par le général Stankowski, donc Ivan Stankowski, qui est un ancien gouverneur de la ville de Kertch, et qui s'est trouvé à Paris en 1812 avec les armées russes donc triomphantes de Napoléon. Puis, il y a eu donc le travail de Hachik, qui a été chargé de classer les collections.
de choisir ce qu'elle renfermait de plus beau, donc au musée de Kertch, et le plus précieux partait pour le palais impérial de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Donc là, c'est donc cette fameuse montagne de Mithridate. Là, c'est la rade de Kertch, la ville de Kertch et le positionnement du musée des antiquités de Kertch. Et donc, c'est un frontispice de l'ouvrage qui a été écrit par Duncan Macpherson en 1857. Donc, Macpherson, avec William Monroe et Westmacott, font partie d'un groupe de militaires anglais qui, pendant la guerre de Crimée, est arrivé de l'Inde et qui a fondé ce qu'on appelle un petit peu, ce que moi j'appelle personnellement une cellule archéologique. Ils ont demandé, ils ont constitué un petit corps militaire qui fouillait, qui s'occupait des fouilles à Kertch. Et donc là, vous voyez le musée de Kertch de plus près. C'est une lithographie effectuée par Durand-Braget, qui lui était envoyé spécial, correspondant de guerre du journal à grand tirage, Illustration, et qui a passé à Kertch en 1855-56. Et donc là, on voit les travaux, les objets. J'attire votre attention aussi sur ces lions là qui sont positionnés. Et donc, aujourd'hui, on trouve ce type d'objet au musée, au British Museum. Et donc là, qui apparemment, ce lion, selon les informations du British Museum, serait originaire de Phanagoria et qui figure donc effectivement dans cet ouvrage de Macpherson, puis un bas-relief provenant de la collection Westmacott est donné également au British Museum. Et donc, ce fonctionnement de l'armée anglaise est décrit par Pierre Larousse dans son grand dictionnaire universel. Il le dit comme ça: le major Westmacott obtint de leur Panmure l'autorisation de recueillir et d'envoyer au British Museum toutes les antiquités qui pouvaient avoir échappé au désastre, ainsi que celles que l'on pourrait encore découvrir, et il se forma à Kertch un comité pour faire de nouvelles recherches. Donc, Macpherson a publié les résultats de ces recherches dans son magnifique ouvrage, donc Les Antiquités de Kertch, que nous avons vu ici. Donc, on voit que le fonctionnement de l'armée anglaise est plutôt assez structuré. Il faut dire que Macpherson était un archéologue et il a travaillé en archéologie indienne. Il était basé de l'Inde et dans son ouvrage, il se présente en tant que appartenant à l'armée de Madras. Alors, concernant l'armée française, c'est un petit peu moins structuré. Donc, on sait qu'il y a eu un travail français effectué donc, dans cette batterie de Paul, le Pavlovskoye-Kourgan, et ce travail est rapporté par le compte-rendu de la Commission impériale archéologique pour l'année 1859, donc, qui a inspecté les environs de Kertch après l'arrêt des hostilités en 1856. Et il nous a dit que on a fait, on est rentré, donc les sommets avaient été arasés pour l'établissement d'une plateforme de batterie, et donc on a trouvé plusieurs énormes dalles antiques qui entouraient ces kurganes, ces tumulus, et ces dalles étaient disposées l'une sur l'autre en 4 rangs, entouraient la base de ces tumulus. Deux d'entre elles furent retirées, et donc une mine avait été pratiquée. Non pour donc ça, sont les Russes qui le disent, non pour un but militaire, mais évidemment dans l'intention de découvrir un tombeau, mais elle n'aboutissait qu'au rocher. Et donc, ces travaux français ont été utiles pour cette commission archéologique russe. Ils facilitèrent l'exploration postérieure du tumulus, et ensuite elles mirent à nu les dalles
qui évidemment faisait partie du mur de Tumulus. Alors, donc, lorsque les armées alliées débarquent à Kertch, la première question est d'assurer, selon les droits de la guerre, c'est d'assurer la sécurité des gens donc, qui ne participent pas au combat. Et ça a été d'abord assuré par les Français. Donc, nous avons ici les générales, donc les rapports de général Ottemar qui ont été publiés donc, par le Moniteur universel. Et ce même texte se trouve au service historique de la défense, donc où il dit ceci: le débarquement s'est effectué le 24 mai, le succès était prompt et aussi complet que possible. Pour mettre un peu d'ordre dans la ville, j'ai nommé un commandant de place qui fonctionne depuis plusieurs jours. Il faut savoir aussi que l'armée russe s'est retirée la veille, elle a fait exploser tout ce qui concernait le matériel militaire, hein, les magasins militaires. Donc ça, c'est le 28 mai. Le 29 mai, la station de Kertch est mise sous les ordres du commandant du Charlemagne, donc c'est un bateau français. Ils vont relever à terre les détachements du Phlegethon qui, depuis les premiers jours, ont été chargés de garder de la garde de la ville et ont assuré sa sécurité. Et donc là, nous avons donc l'apparition de plusieurs bateaux français, donc Charlemagne, Méger, Phlegethon, qui seront après, et donc ça c'est un travail que je n'ai pas pu encore effectuer, mais ce sont des informations que je viens tout juste de retrouver et que je vais explorer par la suite pour savoir comment les objets de Kertch ont été transportés en France, parce que ça c'est un point noir que je ne connais pas encore avec tous les détails. Mais justement, puisque dans ces moniteurs universels, en dehors de la mégère, apparaissent les noms de Phlegethon et de Charlemagne, donc ça c'est un projet que j'ai pour effectuer mes recherches. Et donc, on commence à parler de quelques désordres qui sans importance, mais de la part des Tatars. Ensuite, les consuls étrangers adressent leurs remerciements au détachement français pour, donc, comme ils ont été abandonnés par les autorités légales, ils se sont trouvés à la proie des barbares et des gens mal intentionnés sur les points, donc la ville était sur le point d'être livrée au pillage. Et donc des remerciements aux armées françaises pour cette assurance de la sécurité. Donc là, photo de l'état-major du Phlegethon. Et en fait, nous allons parler donc maintenant sur ce qui s'est passé plus exactement au musée de Kertch. Là, je fais ce petit collage puisque quand on dit que la guerre était vraiment suivie par les journaux, je vous donne un petit échantillon. Effectivement, tous ces journaux ont envoyé leurs correspondants qui étaient sur place. Donc l'indépendance belge, le Moniteur universel dont nous avons parlé, l'illustration, Kölnische Zeitung, la Gazette de Cologne, le Times, le Journal de Saint-Pétersbourg, dont je vais me servir pas mal des articles. Donc, Journal de Saint-Pétersbourg, qui est un organe officieux du ministère des Affaires étrangères russe, le Times, le Moniteur de la flotte, Journal de Constantinople. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé au musée à Kertch, à la ville de Kertch? Donc, on commence avec les nouvelles de Times le 27 juin, c'est-à-dire un mois après le débarquement. On parle des excès les plus regrettables et celui dont le musée de Kertch a été l'objet. Et donc ça, on apprend par le journal de Saint-Pétersbourg, donc organe du ministère des Affaires étrangères russes. Et donc, c'est là où on trouve une notice
qui auraient donc quelques lignes qui auraient été apposées sur la porte du musée de Kertch. En rentrant dans ce temple où reposent les souvenirs des siècles passés, j'ai reconnu les traces d'une invasion de Vandales. Hélas, français ou anglais, faites la guerre à la postérité, donc ça c'est un mot qui est difficile à déchiffrer, mais ne la faites pas à l'histoire. Si vous avez la prétention d'être des nations civilisées, ne faites pas la guerre des barbares. Ensuite, cela est repris par le journal de Constantinople, mais toujours cité par donc le journal de Constantinople qui parle des alliés qui se sont conduits avec la plus grande modération, mais les Tatars ont commis de graves désordres. Et puis, le Times publie donc une correspondance qui aurait été échangée entre Sumner et le premier lord de l'amirauté britannique au sujet du musée de Kertch. Et donc, il attire l'attention à ce musée. C'est à quoi il reçoit une réponse. Nous allons inviter donc le lord Raglan par télégraphe à donner les ordres pour la protection du musée. Et ensuite, le Lord Palmerston déclare que le gouvernement, donc nous sommes au mois de juin, n'a reçu aucune information sur des violences. Néanmoins, j'attire votre attention sur un point qui commence à émerger, c'est-à-dire l'opinion publique. Donc l'opinion publique, ses correspondants présents sur le terrain de guerre attirent l'attention sur ce qui se passe sur le terrain et une discussion se déclare dans la Chambre des communes. Et donc, elle est rapportée, pareil, toujours par le journal de Saint-Pétersbourg. Et puis, on reçoit un rapport d'un vice-amiral Bruat, français, au sujet de ce qui s'est passé à Kertch. Donc, le musée de Kertch avait depuis longtemps été évacué sur Saint-Pétersbourg, mais il restait quelques urnes et quelques bas-reliefs. J'ai l'honneur de prier votre Excellence de vouloir bien me faire connaître à ce que je dois faire à des objets qui ont été ainsi sauvés de la dévastation. Donc, les Français ici notent qu'ils ont sauvé des objets de la dévastation. Et donc là, Amiral Bruat se permet d'ajouter ces objets sont d'ailleurs de peu de valeur et je ne crois pas que la science ait beaucoup à regretter des dégâts, mais néanmoins, les journaux russes seront naturellement disposés à exagérer cette importance. Donc, on se dirige tout de suite vers une confrontation entre la version française, la version anglaise et la version russe des événements. Et donc, autant les Français parlent de la dévastation, mais de quelque chose qui n'aurait pas beaucoup d'impact, autant le journal de Saint-Pétersbourg rapporte ce qui avait été écrit dans Daily News. Et donc, la liberté d'expression étant plus grande en Angleterre qu'en France, Daily News rapporte que cette destruction était sauvage et toute la responsabilité en fait tombe sur l'autorité qui a négligé de prendre des mesures nécessaires et qu'il s'agissait d'une destruction tout à fait stupide, d'un acte de vandalisme. Et journal de Saint-Pétersbourg qui souligne que dans les journaux étrangers, les Français et les Anglais commencent à s'accuser réciproquement sur ces excès. Et à ce sujet-là, il rapporte la lettre d'un témoin oculaire et qui dit que le discours de la reine d'Angleterre annonçant la guerre, vous avez ajouté la phrase qui assurait que la guerre serait suivie d'une manière toute humaine, que la propriété privée, les commerces seraient respectés. Donc ça, c'est un point aussi important qui intervient dans le droit de la guerre dont nous allons parler très bientôt. Et donc, cette question est surlignée du côté français, mais on voit bien la date un tout petit peu plus tard, 1856. Nous sommes carrément à l'arrêt des hostilités. Et donc, Durand-Braget parle du pillage des Tartares. Et donc, que ces ravages sont inséparables d'une occupation
militaire. Et donc, il ne restait plus qu'à déplorer la destruction entière des tant d'intéressants restes de l'art de la civilisation antique, mais lui-même participera un petit peu. Il rapportera aussi quelques débris curieux recueillis dans la dévastation du musée, selon les termes qu'il emploie dans sa correspondance. Et puis, en fait, un des généraux français qui a participé à cette guerre rapportera ceci. Évidemment, les généraux ont négligé de faire publier les bons d'occupation et c'était un désordre international à trois. On s'accuse mutuellement. Là-dessus est arrivée la sauvagerie des Turcs. Il fallait passer l'éponge. Donc là, je fais un petit résumé de toutes ces correspondances. Et donc, au début, on parle des traînards, on accuse les Turcs, on parle de quelques désordres sans importance. Ensuite, la discussion se reporte sur les côtés officiels gouvernementaux. On parle de destruction des Tatars, puis objet sans valeur. Et en fait, Lord Palmerston, c'est-à-dire le Premier ministre anglais, n'a pas reçu d'informations. La discussion qui se reporte dans la Chambre des communes et cette destruction des musées qui est pointée de doigt par les journaux français. Et donc, suite à cette histoire, côté français, se met en place la censure, on expulse les correspondants de Crimée et toute correspondance est soumise à la censure, sauf la correspondance privée. Enfin, comment ça se fait du coup au musée du Louvre? Alors, on a des attestations à partir de 1856 où le conservateur de l'époque, Adrien de Lampérier, reçoit donc les caisses envoyées par le général Pélissier, qui débarque donc de Marseille par le train jusqu'à Paris. Je dois avouer que cette collection d'objets recueillis en Crimée est tout à fait dépourvue de valeur intrinsèque et n'a d'autre intérêt que son origine, c'est-à-dire il reprend un petit peu ce que nous avons vu dans les discours de vice-amiral Bruat. Donc, il note que donc, le ministre de l'État de la Maison de l'Empereur écrit toujours au directeur des musées que ces objets recueillis par Pélissier sont parvenus et qu'il serait utile de les mettre dans les collections des musées impériaux. Donc, c'est Pélissier qui propose quelque part de mettre où il faut disposer ces objets. Et donc, pareil, Lampérier écrit du coup à son ministre qu'il a reçu ces caisses, qu'il les a placées provisoirement dans les magasins du musée. Et donc, les 6 statues que nous avons vues à Sébastopol sont exposées dans le musée des Antiquités d'Alger, c'est-à-dire à l'époque une partie du musée du Louvre. Donc ça, ce sont les documents officiels qui témoignent de cette arrivée. Et donc, je vous propose ici un échantillon des objets qui ont été recueillis par l'armée française. Les bois antiques, donc ça, c'est aujourd'hui les plus grands attraits, c'est-à-dire les bois antiques, nous le savons tous, se conservent très mal. Puis, vu les conditions dans lesquelles ils ont été recueillis, plus le transport, l'air ambiant qui contribue à leur destruction, tout simplement. Hein. Donc, il faut se réjouir que c'est arrivé encore en état. Donc, il y a d'autres objets qui ont été recueillis plutôt du côté de la Roumanie. Donc à l'époque, les principautés danubiennes. Donc, il y a eu le travail du service topographique de l'armée française qui était en train de construire une ligne de chemin de fer. Et à cette occasion-là, on trouvait des objets qui ont également été envoyés au musée du Louvre.
Et donc, cette destruction du musée de Kertch nous amène à la publication, la première publication donc des livres d'entrée du musée du Louvre. Et là, il se pose la question de la façon dont les objets sont entrés. Et donc là, Lampérier, tout à fait honnêtement, dit à son ministre que ces objets proviennent du pillage du musée si célèbre de Kertch. Néanmoins, il ajoute pillage commencé par les Anglais, mais par lesquels les soldats sous-officiers français avaient glané. Et donc, il se borne à inscrire sur les livres d'entrée les fouilles de Kertch, c'est ce qu'on retrouve effectivement dans les livres d'entrée. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'en réalité, donc effectivement, ces fouilles ont été exécutées par ordre du gouvernement russe, et c'est pour ça que ces objets se sont trouvés au musée de Kertch. Cependant, il anticipe et il dit qu'il peut survenir telle circonstance où la publicité donnée à cette acquisition nous soit très nuisible. Et il rappelle qu'il serait peut-être aussi mal de blesser la nation, donc les Russes, dont le souverain en 1815 a empêché le pillage de nos musées. Donc, et effectivement, Lampérier propose de s'inscrire sur les livres, donc sur les livres publiés, donc dans les rapports publiés, ces objets en tant que don de son Excellence, le ministre de la Guerre, et c'est comme ça, dans un ouvrage donc, paru en 1863, que ces objets figurent, don de son Excellence, le ministre de la Guerre. Donc, ces objets, la plupart ne resteront pas au Louvre pour longtemps, parce que lorsqu'en 1875, les musées de province, comme on disait à l'époque, aujourd'hui, je ne sais pas comment il faudrait dire, les musées des régions, je ne sais pas, donc sont envoyés en grande partie dans le musée et donc voilà ce type d'objets et ces objets ont été recollés il n'y a pas très longtemps par Chantal Orbegoso et Yannick Lintz dans un ouvrage Vase, bronze, marbre et autres antiques. Et au cabinet des médailles, donc, les monnaies antiques sont arrivées aussi, et très curieusement, donc, il s'agit des dons du colonel donc, anglais Munro, donc celui qui faisait partie de cette cellule archéologique anglaise. Il y a un premier don qui est répertorié en 1855, et donc, on ne sait pas s'il vient de Crimée, mais il y a tout lieu à soupçonner que oui. Et un deuxième don qui intervient à la date du 29 novembre 1856 avec cette fois-ci indication très claire. Ces monnaies ont été rapportées de la campagne de Crimée, donc frappée à Kherson. Puis, on a un don du capitaine Loisillon, donc pièce trouvée sur les plateaux du monastère Saint-Georges en Crimée en novembre 1955. En fait, là, je voudrais donc arriver au dernier point de ce que j'ai souhaité vous proposer aujourd'hui, c'est-à-dire cette question des peuples civilisés et des coutumes de la guerre. En fait, donc tout ça, je me suis posé la question, est-ce que ces armées, cette destruction du musée de Kertch, comment cela s'inscrit dans les droits et les coutumes de guerre de l'époque. Donc, il y a un très grand... donc, au XIXe siècle, se met en place l'Institut français de droit international et on recueille les coutumes et toutes les notions qui se rapportent, entre autres, sur le comportement des armées vis-à-vis des droits des gens, des propriétés privées par les armées occupantes. Et donc, il se pose la question du pillage, la question du butin, et en fait, les juristes français se rappellent, donc, prennent l'appui sur les écrits de Grotius, donc je rappelle un philosophe hollandais qui a parlé du concept de la guerre juste et
concept qu'il a publié en 1625. Et donc, la guerre juste ne doit pas être considérée comme exempte de péché et dispensée de la charge de restituer. Et donc, il souligne que les règles de la charité s'étendent plus loin que celles du droit. C'est-à-dire la charité chrétienne doit avoir lieu, et elle est première et elle est supérieure à celle du droit de la guerre envers les peuples conquis et envers la protection. Et donc les traités de droit international compilés par Paul Pradier-Fodéré donc souligne que la jurisprudence applique généralement aujourd'hui la peine du vol et que les tribunaux français ont plusieurs fois décidé que le fait de la part d'un soldat ennemi durant la guerre d'avoir enlevé sans réquisition régulière une chose mobilière constitue un vol. Alors, il souligne ici la jurisprudence qui était en lien avec ce qu'on appelle les sacs du palais d'été de Chine en octobre 1860. Donc, il s'agit de la troisième guerre de l'opium, la guerre de Chine, qui est un conflit quasiment immédiat à la guerre de Crimée et où donc l'armée française et l'armée anglaise, donc de la même manière qu'en Crimée, ont participé. Et je me suis dit que suite à ce qui s'est passé à Kerch et toute cette question de l'opinion publique, les questions de discussion aux chambres de communes, que ces comportements seraient donc diminués. Et puis en fait non, 4 ans plus tard, c'est encore pire. Et donc, l'envie de ce qui s'est passé, c'est que donc, le commandant français, le général de Montauban, avait autorisé chacun des membres de son état-major à choisir un objet à sa convenance. Donc, le palais était vide, je vais dire, des Chinois. Hein. Mais devant tant de richesses, la parole donnée fut oubliée et un pillage méthodique a été organisée. Une commission composée d'un colonel et de 2 officiers fut alors nommée. Et donc, cette commission, j'attire votre attention que cela s'est passé exactement de la même manière à Sébastopol pour le partage de butin de guerre que nous avons vu. Et donc, Pradier-Fodéré parle aussi que les biens des sujets des États vont être protégés de la même manière. On protège aussi la propriété privée des chefs de cet État. Et donc, les collections d'objets d'art, des bibliothèques, des galeries doivent être respectées par l'ennemi, comme s'ils appartenaient à des simples particuliers. Et donc, c'est ce principe qui a été violé à Pékin en 1860. Et donc, plus loin, il parle aussi que lorsqu'il y aura lieu de faire sur place l'évaluation d'objets pris, cette évaluation sera faite par une commission mixte. Et donc, ces principes-là étaient strictement donc, observés à Sébastopol, donc sujet des partages pris par les armées combinées pendant la guerre de Crimée. Et donc, ce sont ces dispositions-là qui ont été donc observées par les Alliés à Sébastopol. Plus loin, je vais passer très rapidement. Donc, tout ça, ce sont des coutumes de la guerre, donc des dispositions non écrites. La première disposition écrite apparaît en 1863 aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le Code de Libère, et donc qui parle expressément de la protection des objets contre toute atteinte pouvant être évitée. Donc là, c'est écrit noir sur blanc sur les obligations des belligérants. Juste pour votre information, Liber est un Allemand qui travaille pour le compte du gouvernement des États-Unis. Et ces codes de Liber, pour l'instant, concernent uniquement les armées américaines. Puis, dans les lois internationales, se met en place donc, ce que nous connaissons, les conventions de La Haye, la première, 1899, épargner autant que possible les édifices consacrés au culte, aux arts, aux sciences.
En 1935, encore, les Américains parlent d'un traité concernant plus précisément la protection des institutions artistiques, c'est-à-dire le pacte Rerich, donc peintre américain, et qui lui propose pour préserver ces objets-là, de les marquer de façon très expresse par un signe, celui-là, ou un drapeau. Donc, pour que ces objets-là, les monuments historiques, les musées, soient considérés comme neutres et protégés par les belligérants. Puis nous aboutissons à ce que nous connaissons aujourd'hui, la Convention de La Haye de 1954, qui là, donc, parle de la protection aussi bien des mesures doivent être prises au niveau national qu'international. Elle définit précisément les biens culturels. Et puis là, en 99, c'est un deuxième protocole à laquelle la France a adhéré en 2017, qui donc apporte la protection de tous les biens à détruire, des éléments, témoignages, caractère culturel, historique, scientifique, et elle ajoute donc les articles concernant les poursuites des gens ou des armées qui se livreraient à des pillages ou dévastations, extradition de ces personnes. Elle prépare aussi le fonds pour la protection de ces biens culturels pour des pays qui ne peuvent pas se le permettre matériellement, et l'UNESCO donc apporte son concours pour cela. Et donc, les organismes internationaux, aujourd'hui connus de tous, l'UNESCO, Croix-Rouge internationale, et donc UNESCO qui travaille aujourd'hui avec des armées et qui a édité carrément un manuel militaire concernant la protection des biens culturels, manuel de 180 pages disponible sur Internet. Concernant la France, elle a adhéré au deuxième protocole de la Haye en 2017. Il y a aujourd'hui une doctrine interarmée concernant la coopération civilo-militaire pour la protection des biens culturels, et le centre de doctrine de l'enseignement du commandement de l'armée de terre a actualisé sa doctrine de protection des biens culturels en 2018. Alors, donc, en conclusion, je dirais que c'est une guerre qui est moins connue en France qu'en Grande-Bretagne. Et c'est une guerre documentée par les correspondants de guerre internationaux, donc documentée aussi par les nouveaux médias, la photographie, même s'il n'y a pas de prise sur les vifs, on ne connaît pas les combats, on connaît juste les théâtres de la guerre et les soldats qui posent ou l'état-major qui pose. Ce sont des photographies posées. Et on peut constater malgré tout la différence de traitement de l'information par les deux grandes puissances, c'est-à-dire chez les Anglais, les discours et la discussion sur le comportement de l'armée est portée dans la Chambre des communes. On interpelle les premiers ministres, alors qu'en France, on voit très peu les reflets de cette discussion-là. Cette guerre, cette action dans la ville de Kertch et cette dévastation du musée de Kertch fait émerger aussi l'opinion publique comme acteur prescripteur quelque part dans de l'action gouvernementale, et l'opinion publique comme acteur prescripteur dans l'action muséale au Louvre, c'est-à-dire là, Adrien de Lampérière, le conservateur, qui s'inquiète de cette publication, de cette inscription publique des objets venant de Kertch sur les livres qui doivent être publiés. Et donc, dans cette jeunesse de musée, le Louvre donc, est perçu par l'armée plutôt
comme un récipiendaire des objets encore à l'époque et non pas un acquéreur volontaire. Cela viendra beaucoup plus tard. Et donc, ce sont plutôt les militaires donc, qui, quelque part, ne savent pas quoi faire avec ce qu'ils ont saisi sur le terrain des opérations militaires, insistent pour cet accueil des objets dans les musées impériaux. Et donc, cette guerre, ce travail sur ce qui s'est passé à Kertch a participé à ma réflexion sur les comportements de troupes et la protection des collections muséales lors des conflits armés. Et donc, là, on peut dire que la guerre de Crimée, alors qu'elle aurait pu justement contribuer à ce développement, la prise de conscience dans l'état-major français des actions, je dirais, plus énergiques et prises en avant concernant le comportement des troupes. Elle n'a pas véritablement eu lieu, on a vu ça avec les sacs du palais d'été de Pékin, et plutôt on a l'impression, enfin selon les documents, apparaît ce concept de minimisation des actions par les militaires. Et donc, l'armée française qui se donne quelque part un beau rôle. Donc, ici, nous assistons évidemment à ce que nous appelons aujourd'hui de la propagande. Elle a lieu de tous les côtés, aussi bien du côté français, côté anglais et côté russe, évidemment, également. Je vous remercie pour votre attention.